Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une visite vraiment insolite parce que vous aurez rarement l'occasion d'aller faire la visite d'un orgue. Quel endroit nous avons choisi? Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la cathédrale de C, la cathédrale Notre-Dame. Nous profitons d'une restriction pour nous permettre cette visite. Habituellement, j'emmène chaque année les élèves de 5e pour visiter un instrument. Or, cette année, nous serons obligés de le faire de manière virtuelle. Vous pourrez ainsi faire la découverte d'un orgue autrement grâce à cet instrument renommé dans le monde. Quel instrument mystérieux que cet orgue! Nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi on peut dire qu'un orgue est un orchestre à lui tout seul. Tout d'abord, constatez que l'orgue de C possède plusieurs parties différentes. Vous avez un petit orgue en bas qui porte le nom de positif. Au milieu se trouve le grand orgue et si vous arrivez à le distinguer, il y a une sorte de meuble carré blanc qui se cache derrière le haut de l'orgue avec de nombreux volets. Il porte le nom de récit expressif. Sur la partie de gauche, tout au fond, apparaissent des tubes qui ont été peints en blanc. Ces tuyaux de pédalier ne peuvent sonner qu'en étant joués avec les pieds. Je vous invite à venir avec moi. Nous allons monter à l'orgue pour découvrir cette incroyable machine. Nous arrivons enfin en haut de la tribune. En arrivant sur place, nous découvrons les 3 claviers de la console de l'orgue, ainsi que le pédalier, qui est lui aussi un clavier, mais que l'on joue avec les pieds. Pour commencer cette présentation, ici nous pouvons remarquer qu'il y a plusieurs claviers. Eh bien, cela signifie que c'est comme si nous avions plusieurs instruments disposés les uns à côté des autres. Par exemple, le clavier du haut est le récit, ce clavier, le grand orgue, celui du bas, le positif, et avec les pieds, le pédalier. Ça correspond exactement à l'observation de tout à l'heure quand nous étions en bas. Rappelez-vous, la petite partie qui se trouve dans le bas de l'instrument, eh bien, ce petit orgue maintenant, il est caché derrière moi et c'est lui qui se charge de chanter. Vous avez ensuite le grand orgue qui se trouve juste au-dessus de moi, qui a pour fonction d'envoyer des sons puissants. Le dernier clavier, le récit, est un clavier dont les tuyaux sont enfermés dans une boîte, dont les volets s'ouvrent et se ferment, ce qui permet de faire un son plus ou moins fort. Et vous avez les tuyaux de pédalier. Ils sont cachés encore plus loin derrière. On les entend bien. Ils sont installés ici dans la console. Vous avez dans l'orgue 3 catégories de jeux différents. Vous avez premièrement les jeux de fond, qui sont finalement comme les tuyaux qui se présentent devant nous, les grandes flûtes.
avec les sonorités en 8, en 16, en 4, en 2, que je peux tirer maintenant, et quand on leur rajoute les pleins jeux, ça donne beaucoup de brillant. D'ailleurs, il ne faut pas les utiliser tout seuls, sinon c'est pas très joli. C'est finalement comme si on mangeait De la vinaigrette sans la salade. Bien, rajoutons les jeux de fond, justement, qui permettent de donner la base, un petit peu, de la sonorité. À ce moment-là, le son sera très joli. Voilà, c'est très joli. Parce que dans une église, il y a beaucoup d'écho et le son porte beaucoup mieux. Pour continuer, vous avez une autre catégorie de tuyaux qu'on appelle les jeux d'anches. Pourquoi? Comme les instruments à anches, la clarinette, le hautbois, vous avez une languette qui vibre à l'intérieur du tuyau, et c'est cette languette qui va produire le son comme on l'entend sur le chromorne. D'ailleurs, Plus le son est grave, plus la languette va vibrer doucement et on pourra le reconnaître. voilà. Ensuite de cela, nous allons découvrir qu'avec les pieds, vous avez sur la gauche la première pédale qui sert à faire une sonorité d'orage comme ça. Voilà. C'est un effet dont on se sert peu souvent finalement. Quand on va actionner cette pédale, eh bien, elle va ajouter le son que l'on fait avec les pieds avec celui qu'on fait sur le grand orgue. Il faut que je mette les jeux pour que cela puisse sonner. Et on voit apparaître des touches fantômes. La troisième pédale, quant à elle, elle sert à actionner les touches du troisième clavier qui est ici. Avec des sonorités, ça sera mieux. Très important, on peut constater que si nos mains sont mises sur les claviers, elles ne pourraient rien faire d'autre. Il est presque impossible de tirer les registres en même temps qu'on est en train de jouer. De ce fait, les fabricants de cet instrument ont pensé assister l'organiste dans sa fonction en installant des pédales comme la quatrième que vous voyez, écrite AP, qui a pour fonction d'appeler tous les registres rouges qu'on a sur le pédalier. Regardez. Si je veux faire des sons au pédalier et que ce registre est tiré, je pourrais éventuellement l'entendre, mais uniquement si j'actionne cette pédale AP. Vous avez ensuite le même système avec l'avant-dernière pédale qui va actionner les jeux d'anges du grand orgue. Par exemple, ces deux-là. Ou dernier exemple sur l'RC, nous faisons la même chose. Hop, j'ai tout enlevé, il n'y a plus aucune note action. Passons de l'autre côté à présent. Vous avez aperçu cette boîte d'expression qui se trouve au milieu. C'est elle qu'on ouvre et qu'on ferme, comme je l'ai signalé. Juste à côté, vous avez une pédale d'accouplement qui est chargée de mettre en fonction le grand orgue lui-même. Pour la deuxième pédale, elle permet à la fois de jouer sur le clavier du milieu, le grand orgue, et sur le clavier du bas, le positif, créant en quelque sorte des touches fantômes. Nous avons exactement Le même système avec le clavier du haut.
Maintenant, mettons tout cela ensemble pour monter le niveau sonore. Pour ça, je mets tous ces registres de ce côté-là. Ici, je peux rajouter ça. Je mets aussi les pédales au niveau des pieds. Mais alors vous me direz, Pourquoi je n'ai pas utilisé l'ensemble des jeux? Eh bien, tout simplement parce que certaines des sonorités sont faites pour être jouées séparément ou dans un contexte original. On ne peut pas mettre dans toutes les musiques la tierce parce qu'elle pourrait se faire remarquer, comme le chromorne. Je n'utilise pas non plus la voix humaine, et un autre que je n'utilise pas dans ce morceau, c'est la voix céleste, parce qu'elle n'est pas adaptée. La sonorité de la voix céleste est tellement particulière qu'elle ne s'accorde qu'avec son jeu voisin. Pourquoi? Parce que la couleur sonore de cette viole de gambe crée une belle harmonie d'ensemble, puis elles sont légèrement désaccordées entre l'une et l'autre. D'ailleurs, si je la joue toute seule, on pensera simplement qu'elle va jouer normalement. Qui ressemble beaucoup à la sonorité de sa voisine. Mais écoutez les deux ensemble. On va entendre quelques battements qui sont parfaitement normaux. voilà Pour cette première partie à la console. Notre instrument doit à la fois envoyer de l'air à la base de chaque tuyau et répondre aux demandes de celui qui est au clavier en transmettant les signaux. Ici se trouve la soufflerie qui est enfermée dans la boîte rouge. Elle envoie de l'air dans ce qu'on appelle des soufflets qui conservent l'air et le mettent sous pression à l'aide de poids de différentes natures. Quand les soufflets arrivent sous pression, l'air est envoyé par un conduit jusqu'à l'orgue. L'autre partie, à côté, envoie les ordres venus des touches. Et oui, quand l'organiste joue, le signal se communique dans l'orgue jusqu'à la base des tuyaux que nous apercevons au-dessus de ce plafond. Nous voici à la console pour nous intéresser aux indications écrites sur les registres et qui ont une fonction essentielle dans l'orgue. Tout d'abord, on peut constater qu'ils ont une appellation bien propre, chacun d'entre eux. Nous voyons trompette, cornet, bombarde, flûte, voilà. Cela signifie que dès lors qu'on va tirer un registre, on va avoir une sonorité de l'orgue qui va se faire entendre. Prenons un exemple. Cette petite flûte qui se trouve en bas va émettre un son délicat. Alors que nous allons avoir un son de chromorne, par exemple, qui va être très éloigné. Voilà. En deuxième temps, vous apercevez qu'en dessous, tous de ces noms d'instruments, se trouvent des chiffres. Ces chiffres vont de 16 à 8, à 4, à 2, et puis même d'autres qui ont une indication bien spécifique, que ce soit un tiers ou 5 rangs, 4 rangs. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela veut dire que la taille normale d'un tuyau est de 8 pieds. 8 pieds, c'est beaucoup plus que ça en fait. Une fois, on s'est rendu compte que si l'on doublait la taille de ce tuyau, on faisait la même note, mais plus grave d'une octave. Une octave, c'est comme si on prenait un do aigu, puis un do grave et inversement. Prenons l'exemple de ce bourdon.
Si je le mets en C, ça va faire ce son-là. Et les deux ensemble. Le deux pieds. Et lorsqu'il s'agit de la tierce, elle ne fera pas la même note que les autres, mais la troisième après. Do, Ré, Mi, un petit peu plus aigu quand même. Et maintenant, regardez, cette note-là va être jouée ici. C'est quand même extraordinaire. Et nous pouvons ajouter l'ensemble de sonorités pour faire des mélanges comme les musiciens souhaitent le faire. Par exemple, Et après, les jeux sont tellement bien harmonisés ensemble qu'on a l'impression que un seul tuyau sonne. Pourtant, plein de sonorités s'accumulent, ce qui enrichit le son. En cet instant, plaçons notre attention sur autre chose, le nombre de rangs. Je vous ai dit que parmi les indications qu'on avait sur les registres, se trouvait parfois écrit 5 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Cela signifie que quand on va tirer un registre tel que celui-ci ou celui-là, nous n'aurons pas un tuyau qui va sonner à la fois, mais 5. Ah ben, regardez ce que j'ai choisi. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on va entendre ici que là. Vous pouvez l'observer, les tuyaux adoptent des formes très variées. Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les tuyaux d'anche. Ils font des sonorités de trompette. Et sur le même fonctionnement, vous avez la bombarde de 16, la trompette de 8 et le clairon de 4. Le but étant de marier ensemble l'intégralité des registres de l'orgue. Nous pourrions à présent nous interroger pour quelle raison a-t-on l'usage de plusieurs claviers? Eh bien, vous allez vous en rendre compte par vous-même. C'est parce que nous avons des timbres très variés à chaque clavier, ce qui fait que si on veut donner une dimension orchestrale à l'instrument, soit on utilise la multitude des jeux, soit on va choisir d'utiliser une sonorité pour un clavier, une sonorité pour un autre instrument sur un autre clavier. Nous pouvons toujours nous poser la question, pour quelle raison a-t-on l'usage de plusieurs claviers? La réponse est claire, cela permet de changer rapidement de plan sonore. Par exemple, si je veux accompagner un soliste, je vais utiliser ce petit clavier. Et Et maintenant, ce sera exactement la même chose que nous allons retrouver dans le morceau qui va suivre. Vous entendrez l'ensemble de l'orchestre réuni sur ce clavier 2, vu que les sonorités sont récupérées depuis le récit sur le grand orgue, depuis le positif sur le grand orgue premièrement, et quand ce sera le tour des solos, la mélodie sera ici et l'accompagnement sur le troisième clavier.
la suite de cette présentation, je suis certain que vous voudrez passer de l'autre côté. En fait, les touches sont bien plus longues qu'on ne le voit ici. Comment transmettent-elles les messages? C'est le signal qui est envoyé derrière. Le récit est en haut, le clavier du milieu est juste au-dessus, celui du bas est derrière moi, et avec les pieds, tout derrière l'orgue. Je vais allumer la lumière de mon portable pour pénétrer au cœur de la machine. Ici, vous apercevez des petits soufflets tels qu'on en a aperçu tout à l'heure, avec l'arrivée d'air qui se fait par la droite. Vous avez des poids qui ajoutent la bonne pression d'air. Et ici, nous arrivons juste derrière le clavier que l'on aperçoit derrière ça. C'est quand même à peine croyable. Les registres que nous tirons sont situés là, juste de l'autre côté. Tous les éléments que nous voyons ici permettent de porter les signaux jusqu'au bout de l'orgue. Quand le musicien appuie sur les touches, ces barres rentrent en action et mettent en branle toute la mécanique de l'orgue. Dans les orgues construits par le facteur Cavaillé-Coll, l'organiste n'est pas obligé de taper fort pour faire bouger la mécanique, car il y a une machine pneumatique qui rajoute de la force pour envoyer le signal. Elle s'appelle la machine Barker. À présent, suivons à la trace la suite de la mécanique. Oh dis donc, c'est vraiment géant ici. Il y a plein de tuyaux partout qui sont rangés dans l'ordre. Tout à l'heure, nous avons vu l'étoile du maître-autel de la cathédrale. C'est depuis cette place que nous avons commencé à observer l'orgue. Maintenant, la situation est renversée puisque nous nous cachons derrière les tuyaux de façade. Regardez donc cette forêt de tuyaux qui est alignée. Des grands, des petits, des fins, des bouchés. Nous sommes accroupis en plein cœur des tuyaux qui font sonner le clavier de grand orgue. En passant à gauche, je vous laisse admirer le même spectacle. Observez bien la différence de forme et de taille des tuyaux. Regardez, nous avons ici, parmi les plus petits qui se trouvent dans l'orgue. Comparez leur taille par rapport à mon doigt. Je vais prendre celui-ci. Avec beaucoup de délicatesse, la partie qui sonne se trouve uniquement au-dessus de mon pouce. Tout le reste sert à bien maintenir fixé le tuyau parmi les autres. Cette partie s'appelle le pied du tuyau, comme pour un champignon. Est-ce que ça vous dit maintenant que nous montions à l'étage supérieur pour avoir encore un autre point de vue sur l'orgue? Oui? Alors, direction le récit. Encore quelques relons à monter et nous y parvenons. L'étage du récit. Il apparaît sous nos yeux, avec sa boîte toute blanche et ses volets qui s'ouvrent et se ferment. Nous n'allons pas manquer d'observer le panorama qui s'offre à nous à cette hauteur. Quelle nef splendide! Nous sommes arrivés très haut à cet étage. Comparé avec la hauteur de la voûte de la cathédrale. Quelle chance incroyable nous avons de pouvoir l'observer depuis ce point de vue. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous étions à la console. Nous reconnaissons les tourelles du buffet de l'orgue, ainsi que les tuyaux du grand orgue. Souvenez-vous, c'est juste en dessous. D'ici, nous voyons mieux les tuyaux de 16 pieds en bois. Ils ont une belle taille. Le signal mécanique arrive ici. Ce nom, c'est des abrégés.
leur traction va ouvrir et laisser passer de l'air à l'intérieur de cette pièce en bois qu'on appelle la laie. Dans cette laie, la soupape va s'abaisser grâce au mouvement donné par les tiges du dessous, souvenez-vous les abrégés. L'air a donc la possibilité de monter si on a tiré un registre. Juste au-dessus de la laie, on a des plaques en bois percées de trous. Elles permettent le passage de l'air pour faire sonner les tuyaux sélectionnés et choisir le nombre de rangées de tuyaux que l'on veut faire sonner, 2, 3 ou plus encore. Pour les sélectionner, il est important de regarder comment ça se passe à votre gauche. Nous voyons de visu le procédé mécanique qui permet aux tuyaux d'avoir de l'air. Chaque élément en bois est une des plaques percées qui va coulisser de gauche à droite pour coïncider avec des trous. C'est cette partie qui va se mouvoir dans un sens ou dans un autre, se fermer et s'ouvrir. Alors l'organiste devra faire attention à ce qu'il joue. Nous repassons à nouveau devant les volets. Au milieu, vous reconnaissez la pédale d'expression. Quel impact ces jalousies peuvent-elles avoir? Tout simplement, dès que l'organiste va actionner la pédale, le son va pouvoir être fort et quand il va fermer, le son de l'orgue sera beaucoup plus doux. C'est pour cette raison que le troisième clavier porte le nom de récit expressif. Petit déplacement géographique, nous allons passer de la droite du récit expressif au sommier de pédale. On rembobine et on recommence. Voici cette fois les abrégés du sommier de pédale. C'est ici qu'arrivent les signaux émis par les pieds du musicien, qui vont jusqu'à la base des tuyaux, dans cette laie qui contient de l'air sous pression. Dans la mesure où les trous seront alignés, l'air va pouvoir se projeter jusqu'au pied du tuyau, puis faire vibrer l'anche qui va résonner dans tout le corps du tuyau, qui fait plusieurs mètres de hauteur et produire donc un son grave. Je suis certain que vous avez découvert des choses surprenantes en montant jusqu'ici. Malheureusement, il est déjà temps de rejoindre la console. Ah, vous revoilà. Juste un dernier mot sur les pans progressifs. Au niveau du son, on commence doucement par exemple sur le récit. On ouvre progressivement au récit avec la boîte d'expression. Puis, ensuite, on ajoute petit à petit les jeux et c'est ce que nous verrons dans le morceau qui va suivre.